Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour et bienvenue à Décideur Politique, l'émission du JDD.fr et de Décideur TV. Nous recevons aujourd'hui François Rebsamen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur de la Côte d'Or, maire de Dijon et surtout président du groupe socialiste au Sénat, un poste d'observation très influent. Vous êtes enfin un fidèle du président, un grognard de la Hollandie. Avec vous, nous allons passer en revue un peu tous les sujets d'actualité. Et comme chaque semaine, avec Caroline Vigoureux, bonjour. Bonjour. Nous verrons ce qu'on dit de vous sur la toile, en particulier sur les réseaux sociaux où vous êtes très présent. En déplacement à Aubervilliers ce matin, le président de la République, François Hollande, affirme ne plus se donner de date pour l'inversion de la courbe du chômage. Ça prendra le temps que ça prendra, dit-il. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un tournant important dans ce quinquennat? Il a pris un engagement. Je pense que cet engagement, il va le tenir. Nous allons le tenir ensemble. C'est-à-dire que d'ici la fin de l'année, on inversera la courbe du chômage. Mais inverser la courbe du chômage, c'est le tout début d'un résultat. Il faut plusieurs mois. Parce que ce que voulait dire François Hollande, c'est que c'est bien, tant mieux si on y arrive. Les choses ne sont pas faites, je ne connais pas les résultats, les chiffres à l'avance de ceux qui seront du mois de novembre en termes de chômage, mais si on y arrive un mois, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, ce qu'il faudra, c'est que ça s'inscrive sur la durée. Et il faudra que cette décroissance du chômage, elle se poursuive pendant l'année 2014. Et donc, c'est ça, je pense qu'il a voulu dire ce matin. Alors, le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, a dit vouloir légiférer sur les salaires des patrons du privé. Est-ce que vous y êtes favorable? Moi, en plus, je suis législateur, puisque nous faisons la loi. Je suis toujours... c'est spontanément une bonne idée. Mais une loi, il faut qu'elle soit efficace et qu'elle puisse être appliquée. Alors... on peut dire que Sarkozy, pendant 5 ans, je ne vais pas lui faire de procès d'intention, M. Sarkozy s'y est cassé les dents, puisqu'il avait même annoncé la disparition de tout ce qui concernait les retraits de chapeau, etc. Donc, moi, je préfère qu'on attaque cela par le biais de la fiscalité. Donc Arnaud Montebourg a parlé un peu trop vite? Non, je pense que ça part d'une bonne intention, mais c'est une loi comme celle-là, elle est difficile à faire, elle est contournée. Moi, ce que je constate, c'est que sans loi, grâce à la pression populaire et médiatique, on peut faire reculer un patron sur ça, parce qu'il y a vraiment une indécence, il y avait une indécence dans le montant et dans la situation de Peugeot. Donc, après tout, si on valorisait des chefs d'entreprise qui font réussir leur entreprise pour les salariés, ça ne me gênerait beaucoup moins. Mais là, il y a une double indécence, le montant et la situation de Peugeot. Il y a une part de responsabilité. Donc, voilà, une loi, pourquoi pas, mais il faut vraiment qu'elle soit bien travaillée pour être efficace. Jean-Marc Ayrault poursuit ses consultations sur la réforme fiscale. Il reçoit les groupes jusqu'à lundi. Vous serez reçu aujourd'hui. Au Sénat, le groupe socialiste va lancer sous votre houlette un groupe de réflexion. Dans le communiqué, vous évoquez un contexte de malentendu fiscal notamment. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Bon, d'autres ont employé d'autres mots que malentendu fiscal. Il y a aujourd'hui, si on y prend garde, une remise en cause de ce qui fait le fondement de l'adhésion à la République, à savoir une remise en cause de l'impôt lui-même. Et donc, ce que nous voulons faire au Sénat, c'est dans nos propositions, dans notre travail que je vais présenter au Premier ministre, c'est bien sûr travailler, nous aussi, sur la fiscalité. Alors la fiscalité des entreprises, la fiscalité des ménages, la fiscalité des collectivités locales, la fiscalité environnementale, la fiscalité de la protection sociale. Tout ça, c'est bien. Mais vu que ça va se faire à fiscalité constante, l'engagement a été pris par le Premier ministre et le Président de la République, c'est-à-dire sans augmentation des impôts. Il faut rendre cette fiscalité plus juste et plus efficace. Plus juste, on s'y est déjà attelé en rétablissant l'ISF, par exemple, en faisant une tranche supérieure de l'impôt sur le revenu. Ça, c'est des mesures de justice. Plus efficace, c'est sûrement de lister toutes les niches. Il y a encore beaucoup de travail, beaucoup d'aides aux entreprises qui font doublon. Il y a sûrement des effets d'aubaine. C'est la partie fiscale. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a, au regard de la fiscalité, il y a une partie des dépenses. Il faut s'attaquer aux dépenses. La dépense publique. En tous les cas, il faut l'examiner, la dépense publique. Quels sont les domaines sur lesquels nous attendons l'État? Quel est le domaine de l'État? Quelles sont les fonctions régaliennes que l'État doit assumer? Et quelles sont celles dont il peut se séparer?
comment on diminue la dépense publique. En tous les cas, la dépense publique, elle est en regard des rentrées fiscales. Et donc, moi, je pense qu'on ne peut pas faire, c'est ce que je vais dire au Premier ministre, on ne peut pas faire une étude que sur la fiscalité. On doit aussi avoir cette étude sur les dépenses publiques. Caroline ? Est-ce que c'est le bon moment, à l'heure où l'exécutif bat des records d'impopularité, de remettre le sujet de la fiscalité sur la table ? C'est jamais le bon moment. On pourrait dire ça. Pour la fiscalité, c'est jamais le bon moment. Soit il y a des élections qui arrivent, on dit il ne faut pas le faire. Regardez la fiscalité locale qui est profondément injuste. Les bases sur lesquelles sont calculés les impôts locaux datent de 1970. Et on n'ose jamais le faire parce qu'il y a des élections municipales, quel que soit les gouvernements. Particulier. Ras-le-bol, moi j'ai employé l'expression de malentendu, je préfère malentendu fiscal à ras-le-bol fiscal, mais il y a, on le sent en ce moment, une remise en cause de l'impôt, parce qu'il y a eu des augmentations d'impôts très importantes depuis 2008. Et nous y avons pris notre part, pas dire le contraire. Donc il y a un moment où il faut voir comment on peut rendre la fiscalité plus juste, plus efficace, mais aussi se poser la question, ce que je disais, de la dépense publique. Est-ce que c'est le bon moment ? Oui, je pense que oui. C'était le moment de le faire. On entend, on écrit partout que le Premier ministre a réussi un coup politique avec cette annonce surprise d'une réforme fiscale. On dit même qu'il aurait forcé la main du président. Alors vous le connaissez bien, c'est crédible, c'est pas crédible ? Moi j'ai demandé, je parle toujours assez sincèrement, donc j'ai demandé au Premier ministre si cette chose avait été faite en accord avec le Président de la République et il m'a répondu oui. Et vous en avez la certitude ? Oui, je crois à la parole du Premier ministre et à celle du Président de la République. Caroline. Donc, toujours au sujet de Jean-Marc Ayrault, le député socialiste Malek Bouti a redit cette semaine qu'il fallait urgemment changer de Premier ministre. Est-ce que c'est normal que des députés de la majorité se permettent de réclamer le départ de leur propre chef ? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Cela dit, la parole est libre dans notre pays. Heureusement, on a le droit. Un manque de solidarité de la majorité, oui, parfois avec. Pas de la majorité, en tous les cas de ce parlementaire. En plus, je suis opposé à cette position. Aujourd'hui, je pense que quand on est dans l'effort, quand on est en train de, je dis bien, en train de commencer, je suis modeste, en train de commencer à réussir, j'espère qu'on va en voir les efforts à la fin de l'année, c'est pas le moment de changer le gouvernement ni le Premier ministre, c'est mon avis. Alors, et il faut faire preuve de solidarité, bien évidemment. Les députés vont commencer l'examen d'une proposition de loi visant à pénaliser les clients des prostituées. Est-ce que vous êtes favorable à ce texte qui viendra au Sénat le moment venu ? Alors bon, je vais vous dire les choses comme je le pense. Pas facile, hein, parce que si on dit on est défavorable à ce texte, ça laisserait penser qu'on est favorable au développement de la prostitution. Donc ça part d'une bonne intention. Légèrement moralisateur, mais bon, peu importe, ça part d'une bonne intention. Effectivement, ça serait bien qu'il n'y ait pas de prostitution. Ça serait encore mieux qu'il n'y ait pas du tout de proxénète. Et pour qu'il n'y ait pas de proxénète, on sait bien qu'il vaut mieux qu'il n'y ait pas de prostitution. Mais un tel texte, il faut se poser la question, est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il va améliorer le sort des prostituées? Est-ce qu'il va mettre fin à la prostitution? Est-ce qu'il va être efficace? Vous savez, il y a eu des lois, elles se sont succédées, le racolage passif, etc. Moi, je doute que la pénalisation le rende efficace. Donc vous n'y croyez pas? Je vous dis. Deuxièmement, est-ce qu'il va améliorer le sort des prostituées, ce qui est un sujet important? Je pense que ça va au contraire les entraîner dans plus de clandestinité. Et donc je ne pense pas que ça soit dans leur intérêt. Et troisièmement, est-ce que ça va nous aider à démanteler les filières de proxénètes? Parce que c'est quand même le fond du sujet. J'entends les policiers, je ne le crois pas. Donc, personnellement, pour les raisons que je viens d'indiquer, si j'en comprends l'esprit, j'y suis pas favorable. Alors, on voit que justement, au Sénat, beaucoup de textes ne trouvent pas de majorité, ce qui est fâcheux pour normalement une majorité. Est-ce qu'il n'est pas en train de creuser sa tombe, le Sénat, en votant tout le temps non contre tous les textes? Il ne vote pas non sur tous les textes. Je peux vous donner des textes, oui, je sais, mais vous les textes connaissez. Importants, économiques notamment. Il vote contre, le Sénat vote par des alliances contraires de l'UMP et du Parti communiste, il vote contre le budget. C'est l'acte majeur d'un gouvernement. Il vote contre le budget. Mais nous avons voté avec le groupe CRC les lois Duflot sur le logement, la loi consommation avec Benoît Hamon, la loi sur l'économie sociale et solidaire. Bon, on vote aussi beaucoup de textes. Mais il y a un blocage sur le budget dû aux alliances contraires. L'UMP vote contre. Bon, ils sont dans l'opposition, c'est assez normal.
le groupe communiste ne fait pas partie de la majorité gouvernementale et nous n'avons pas, il faut dire la chose clairement, nous n'avons pas de majorité gouvernementale au Sénat. Et quand le groupe communiste vote avec le groupe UMP, ben, ça fait une majorité contre. C'est regrettable, effectivement. Un mot avant de passer à Caroline sur Internet. Votre nom circule régulièrement en cas de remaniement pour rentrer au gouvernement. Est-ce que vous avez envie de faire partie d'un gouvernement ? Écoutez, nous sommes à 3 mois des élections municipales. J'ai prouvé mon attachement à ma ville. J'ai refusé d'être ministre. J'ai prouvé mon attachement à la ville. Je suis candidat aux élections municipales. Voilà, je me déclarerai officiellement au mois de janvier. Ok, Caroline. Alors, François Bayrou a récemment déclaré, François Rebsamen et Gérard Collomb, le maire de Lyon, sont la partie centriste du PS. Vous avez retweeté cette phrase donc, sur votre compte Twitter. Est-ce que vous regrettez que la gauche ait laissé filer, entre guillemets, François Bayrou? Oui, oui. Oui, je pense que François Bayrou avait appelé à voter François Hollande. Mais l'erreur vient du fait qu'il n'a pas pu être député. Mais je pense qu'effectivement, il y avait à cet instant-là une possibilité. Un geste à faire. Oui, je regrette qu'on ne l'ait pas fait. Cela dit, la partie centriste, comme dit François Bayrou, moi si je suis au centre du PS, ça me va bien. Hein. Alors, un internaute vous demande sur le site du JDD, à partir de quel pourcentage de mécontentement le chef de l'État se doit-il demander la dissolution de l'Assemblée nationale? Ça, il faudrait poser la question à Jacques Chirac, parce qu'il en a fait l'expérience. Nos institutions, elles sont démocratiques. Ces institutions, elles disent que le président de la République est élu pour 5 ans. Je sais que ça peut agacer certaines personnes. Je le dis souvent à des gens de droite, il faut vous y faire. Il y en a encore pour 3 ans et demi, au minimum. Et donc, ils auront l'occasion de voter quand viendra le temps du vote. Dans la démocratie, dans une république démocratique, on respecte le vote. Donc il y aura des moments difficiles. Il est confronté à des moments difficiles pour sortir de la crise. Mais pas de là à réclamer une dissolution. Ah, ça serait une erreur politique. Alors sur Twitter, un internaute vous interpelle sur le non-cumul des mandats auquel vous êtes fermement opposé. Est-ce que vous ne redoutez pas d'alimenter l'image de la politique à l'ancienne, de plus en plus décriée par les Français? Je sais qu'on me fait ce reproche, bien évidemment, j'en suis conscient. Je voudrais en 2 secondes dire 2 ou 3 choses assez simples. Premièrement, je ne revendique la possibilité de cumuler d'être sénateur-maire, pour parler clair, d'être sénateur-maire que pour les sénateurs. Pas pour les députés, parce que nous n'avons pas le même type d'élection. Et nous représentons au Sénat les collectivités locales. Et donc, ou alors il faut changer la Constitution, ou alors il faut dissoudre le Sénat. Moi, ça ne me dérange pas si c'est ça la question. Deuxièmement, les gens sont très critiques sur cette position qui est la mienne, je l'entends, parce qu'ils pensent que... Même parmi les socialistes, mais bien sûr, ça passe bien sûr. Donc je le redis bien, c'est pour... Deuxièmement, les gens sont critiques parce qu'ils pensent que c'est pour cumuler les indemnités. Nous avons voté au Sénat le non-cumul des indemnités parlementaires avec des indemnités de maire, par exemple. À Dijon, à la ville de Dijon, je ne prends aucune indemnité en tant que maire. Donc je ne coûte rien à la ville. Ça coûtera de l'argent de mettre fin au cumul des mandats, contrairement à ce que tout le monde croit. Pourquoi? Parce que les maires qui ne seront plus sénateurs, ils prendront des indemnités pour être maires. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Je voudrais quand même l'indiquer. Enfin, cette position, elle se comprend parce que quand on représente les collectivités locales, si on ne représente plus les collectivités locales, alors on n'a pas besoin de Sénat. Moi, je vais jusqu'au bout de la logique. À ce moment-là, supprimons le Sénat. Alors, toujours sur le site du JDD, un internaute vous décrit comme le pote de François Hollande. Vous qui appartenez à son carré de fidèles, est-ce que vous l'avez senti affaibli par cette période, par la crise de défiance que traverse l'exécutif? Je l'ai trouvé effectivement, il y a un mois, soucieux, inquiet, comprenant l'impatience des Français, voire leur inquiétude. Donc il est inquiet lui-même. Il est soucieux d'obtenir des résultats. Pour montrer aux Français que cette politique, elle porte ses fruits. Et donc, c'est vrai que ces fruits se font attendre. C'est difficile. Et donc, il est impopulaire. C'est jamais agréable d'être impopulaire. Mais il sait qu'il a le bon chemin et donc il veut continuer comme ça et je le soutiens. Merci François Rebsamen d'avoir répondu à nos questions et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Décideurs politiques.